Blueprint 13. L'esprit du chef d'orchestre. Chapitre 1. Je suis le maître d'œuvre, gardien de la vision intransigeante. Je suis ici, dans le silence qui précède l'action. Je sens le sol sous mes pieds, stable, patient. Je respire l'air frais du matin, un air chargé de potentiel, de la poussière froide de la pierre qui attend. Autour de moi, le bruit du monde s'estompe. Je ne suis plus le manager, le coordinateur, le simple exécutant. Je dépose ces rôles comme des outils usés, et je me connecte à une fonction plus ancienne, plus sacrée. Je suis sur le chantier de ma propre création. Devant moi, pas un projet. Une cathédrale, une structure immense, complexe, destinée à traverser les âges. Je peux sentir le poids du plan directeur dans mes mains, non pas comme du papier, mais comme une plaque de pierre gravée. Je peux sentir le froid du compas, l'outil qui définit les arcs parfaits. Dans le silence, je peux entendre la symphonie de ce qui sera, le chant des artisans, le choc des marteaux sur la pierre, le grincement des poulies qui hissent les voûtes, et enfin, le silence majestueux de la nef achevée, baignée de la lumière des vitraux. Cette vision n'est pas une image. C'est une résonance dans mes os, une certitude dans mon âme. Je suis le maître d'œuvre. Je ne suis pas seulement celui qui dirige, je suis celui qui sait. Je suis le gardien de la forme finale, le dépositaire de la vision intransigeante. Chaque pierre, chaque poutre, chaque clou doit servir cette vision. Mon esprit contient la cathédrale dans son entièreté, de la crypte la plus profonde à la flèche la plus haute. Même si par le passé j'ai pu être distrait par les détails du quotidien, perdu dans la gestion des urgences, je me ancre maintenant dans cette perspective totale. Je suis la conscience qui englobe le début, le milieu et la fin. Cette identité est ma forteresse. Elle me protège du vent du compromis, de l'érosion du doute, de la tentation de la facilité. Ma loyauté n'est pas envers le plan de la semaine, mais envers la silhouette de la cathédrale sur l'horizon des siècles. Je suis le gardien, je suis le visionnaire, je suis le maître d'œuvre, et je sais, avec une foi absolue, que la cathédrale qui vit en moi se dressera un jour dans la réalité. Chapitre 2. Ma clarté d'objectif est absolue et inébranlable. La vision de la cathédrale est présente, une forme majestueuse dans mon esprit. Mais une vision sans clarté est un rêve. Ma vision est une science. Elle est distillée en un point unique, intense, d'une brillance absolue. C'est mon objectif. Je peux le sentir. Ce n'est pas une liste de fonctionnalités ou une déclaration de mission. C'est une sensation. C'est l'étoile polaire de mon projet. Un point fixe dans le ciel tumultueux de l'exécution qui ne bouge jamais. Tous les vents peuvent souffler, toutes les tempêtes peuvent éclater, mais cette étoile reste là, immuable, m'indiquant la direction. Je peux sentir son champ gravitationnel. Chaque décision, chaque action, chaque conversation est attirée par elle, alignée par sa force silencieuse. Ma clarté est un instrument de tri. Face à une nouvelle idée, une nouvelle demande, je ne la juge pas. Je la présente à la lumière de mon étoile. Est-ce que cela nous rapproche de l'objectif? Si oui, l'idée brille. Sinon, elle reste dans l'ombre et se dissout. Cette clarté n'est pas une rigidité, c'est une simplicité puissante. Elle transforme le chaos complexe de milliers de décisions possibles en une série de choix binaires simples, alignés ou non alignés. Même si par le passé l'ambiguïté a pu créer de la confusion, je suis maintenant l'incarnation de la certitude directionnelle. Ce n'est pas une arrogance, c'est une paix. Une paix qui vient du fait de savoir exactement où je vais. Cette clarté est le « la » du diapason que je donne à tout l'orchestre du projet. C'est la note fondamentale sur laquelle toute la symphonie de la construction sera basée. Elle est absolue. Elle est inébranlable. Chapitre 3. Je conçois le projet dans sa totalité avant la première pierre. Cette clarté absolue est la lumière qui illumine mon plan. Maintenant, en tant que maître d'œuvre, je me retire dans la solitude de mon atelier mental. Le chantier est encore silencieux. Aucune terre n'a été retournée. Et je construis la cathédrale, entièrement, dans mon esprit. Je ne survole pas, je construis. Je commence par le commencement. Je visualise le creusement des fondations. Je vois les équipes, la machinerie. Je ressens la texture de la terre, la profondeur nécessaire. Puis, je vois la première pierre être posée. J'accélère le temps. Je vois les murs qui s'élèvent, rangés par rangées. Je vois les échafaudages qui grimpent avec eux. Je suis l'architecte et l'ingénieur de cette simulation. Je vois les interdépendances. Je comprends que les tailleurs de pierre doivent avoir préparé les arches avant que les maçons ne puissent atteindre la hauteur de la voûte. Je vois le chemin critique se dessiner. Non pas comme une ligne sur un diagramme, mais comme une danse logique et inévitable. Je continue. Je vois la charpente du toit qui se met en place, les vitraux qui sont posés, le sol qui est carrelé. Je marche dans les allées de ma cathédrale mentale, je ressens l'acoustique, je teste la solidité des arcs-boutants, je cherche les failles dans ma propre conception, les goulots d'étranglement, les points de friction entre les corps de métier.
j'identifie un problème potentiel, je mets la simulation en pause, je le résous mentalement et je relance le film. Ce n'est pas un exercice de visualisation, c'est un processus de dérisquage mental. C'est la construction d'un jumeau numérique parfait et robuste dans mon cortex préfrontal. Même si l'impatience pourrait me pousser à commencer à creuser, je sais que chaque heure passée dans cette conception totale m'épargnera des semaines de retard et d'erreurs coûteuses. Quand je sortirai de cet atelier, je n'aurai pas seulement un plan. J'aurai déjà construit la cathédrale une fois, l'exécution physique ne sera plus qu'une simple confirmation. Chapitre 4. Je pose des fondations stratégiques profondes et résilientes. La cathédrale a été construite dans mon esprit, la vision est parfaite. Maintenant, je quitte l'atelier et je descends sur le terrain. Le sol est nu, le travail commence, et il ne commence pas par une construction, mais par une excavation. Je suis le maître d'œuvre et je sais que la hauteur d'une cathédrale est déterminée par la profondeur de ses fondations. Je ne me précipite pas, je creuse, profondément, plus profondément que ce qui semble nécessaire. Je suis à la recherche du roc, de la certitude structurelle. Je teste le sol, j'analyse sa composition. Je comprends la nature du terrain sur lequel je bâtis. Ce terrain, ce sont les hypothèses fondamentales de mon projet, le marché, les besoins des utilisateurs. Je ne construis pas sur du sable, je construis sur une vérité validée. Je conçois les fondations. Ce ne sont pas de simples murs de soutènement. C'est un système, un maillage de piliers et de poutres interconnectés conçus pour répartir le poids immense de la vision à venir. Chaque partie de la fondation est un principe stratégique de mon projet. La stratégie de financement, la proposition de valeur, l'équipe de base. Je m'assure que chaque élément est surdimensionné, capable de supporter non seulement le poids prévu, mais aussi le poids des imprévus, des tempêtes, des tremblements de terre. Cette phase est lente, coûteuse et presque entièrement invisible pour le monde extérieur. Il n'y a rien de glorieux à creuser un trou et à couler du béton. Mais même si l'envie de voir les murs s'élever est forte, je m'ancre dans la discipline de cette étape. Je sais que 80% du succès futur de la cathédrale est déterminé ici, dans l'obscurité, avant même que la première pierre ne soit visible. Je pose des fondations profondes. Je construis pour l'éternité. Chapitre 5. Mon plan directeur est un modèle vivant, précis et adaptable. Les fondations sont coulées, je tiens maintenant le plan directeur. Ce n'est pas une simple feuille de papier, c'est un organisme vivant. C'est la traduction de ma vision en un langage de logique, de séquences et de ressources. Sa précision est chirurgicale. Chaque phase est décomposée. Chaque tâche majeure est identifiée. Les dépendances sont cartographiées avec une clarté absolue. Les ressources, temps, argent, personnel, sont allouées avec une rigueur d'économiste. Je connais le coût et la durée de chaque étape. Ce plan est mon instrument de navigation. Il me permet de mesurer notre progression, de savoir à chaque instant si nous sommes sur la bonne voie ou si nous dérivons. C'est la source unique de vérité pour l'ensemble du projet. Mais sa précision n'est pas sa rigidité. Je sais que la carte n'est pas le territoire. Le chantier rencontrera des pluies inattendues, des sols plus durs que prévu, des retards de livraison. Mon plan est donc conçu pour être adaptable. Il est modulaire. Il comporte des zones de flexibilité, des tampons, des scénarios alternatifs. Je le visualise comme une colonne vertébrale. Une structure centrale forte et immuable, la vision, les jalons majeurs, mais composée de vertèbres individuelles qui permettent le mouvement et l'ajustement. Je suis le gardien de ce plan. Je le consulte chaque jour, je le mets à jour en temps réel à mesure que de nouvelles informations arrivent du terrain. Il n'est pas un document que l'on crée au début et que l'on oublie dans un tiroir. Il est le cerveau externe du projet, une entité qui apprend et qui évolue avec nous. Même si le chaos peut régner sur le chantier, je peux toujours revenir à la clarté et à l'ordre de mon plan. Il est ma boussole et mon gouvernail. Chapitre 6. J'anticipe les risques et je conçois des systèmes de mitigation robustes. Mon plan directeur est optimiste. Il décrit le chemin idéal vers l'achèvement. Mais je suis un maître d'œuvre expérimenté, pas un rêveur naïf. Je sais que sur le chemin de la construction d'une cathédrale, les dragons existent. Je me retire donc à nouveau dans mon atelier et je deviens un stratège de la guerre. Je convoque une assemblée des pires scénarios. Je ne me contente pas de penser aux problèmes évidents. Je pense à l'impensable. Et si notre principal fournisseur faisait faillite? Et si une nouvelle technologie rendait notre approche obsolète à mi-parcours? Et si un conflit éclatait au sein de l'équipe de direction? Je suis un pessimiste créatif. Pour chaque phase du projet, je me demande comment cela pourrait-il échouer de la manière la plus spectaculaire possible? Je dresse la liste de ces dragons, je les nomme, je les regarde dans les yeux, puis, pour chaque dragon, je conçois une arme. Je ne me contente pas d'espérer qu'il ne se montrera pas. Je construis des systèmes pour le neutraliser.
C'est mon plan de mitigation des risques. Pour le fournisseur, je trouve une alternative et je qualifie un second fournisseur. Pour la technologie, je construis mon système de manière modulaire pour pouvoir intégrer des innovations. Pour les conflits, je mets en place des processus de communication et de médiation clairs. Chaque risque identifié est apparié à une contre-mesure pré-planifiée. Même si cet exercice peut sembler négatif, il est la source de ma plus grande sérénité. Parce que j'ai regardé le pire en face, je n'ai plus à le craindre. Je ne suis plus en train de réagir aux crises. Je suis en train d'activer des protocoles que j'ai conçus dans le calme. Je ne suis pas un pompier qui court d'un incendie à l'autre. Je suis l'architecte qui a construit le bâtiment avec des matériaux ignifuges et des systèmes de sprinklers. Et je peux maintenant me concentrer sur la construction, sachant que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour protéger la cathédrale des flammes. Chapitre 7. Je suis le chef d'orchestre qui intègre les talents diversifiés. Les fondations sont posées, le plan est clair, les risques sont anticipés. La phase de solitude est terminée, le chantier s'emplit de vie. Les tailleurs de pierre, les charpentiers, les maîtres verriers, les forgerons, les corps de métier arrivent. Une collection d'experts, chacun maître de son propre instrument. Mais une collection d'experts ne fait pas une symphonie. Il faut un chef d'orchestre. Je me tiens sur le podium du chantier. Mon rôle change. Je ne suis plus seulement l'architecte, je suis le catalyseur humain, le liant qui va transformer cette collection de talents en un organisme unifié et cohérent. Je ressens l'énergie de chaque équipe, sa fierté, sa culture, son langage. Je ne cherche pas à les uniformiser, je cherche à les harmoniser. Je sais que la beauté de la cathédrale naîtra précisément de la tension créative entre la robustesse des charpentiers et la délicatesse des verriers. Mon travail est l'intégration. Je suis celui qui rappelle constamment à chaque musicien la symphonie complète. Je traduis. J'explique aux maçons pourquoi le mur qu'ils construisent doit avoir une ouverture précise à un endroit qui semble illogique, car c'est là que viendra se loger le vitrail, conçu par un autre maître à des centaines de kilomètres. Je suis le gardien du contexte global. Je m'assure que chaque instrumentiste, tout en étant concentré sur sa propre partition, entend la musique des autres sections. Même si chaque corps de métier a sa propre excellence, je suis celui qui est obsédé par les interfaces, les points de connexion, les transitions. C'est là que les projets échouent là. C'est là que la magie opère. Je ne suis pas le meilleur tailleur de pierre, ni le meilleur charpentier. Je suis le seul qui voit comment leurs arts respectifs doivent s'emboîter pour créer une voûte parfaite. Je suis le chef d'orchestre. Et ma baguette n'est pas faite de bois, mais de clarté et de respect. Chapitre 8. Ma communication est claire, concise et catalytique. L'orchestre est là. Ma baguette est la communication. Je dois maîtriser cet instrument avec une perfection absolue. Chaque geste, chaque mot, chaque silence doit être calibré pour produire un effet précis. Ma communication est claire. Je bannis l'ambiguïté. Chaque instruction, chaque objectif, chaque feedback est formulé avec une simplicité et une précision qui ne laissent aucune place à l'interprétation. J'utilise un langage commun, un glossaire du projet que tout le monde comprend, du carrier au sculpteur. La clarté est le lubrifiant qui élimine la friction de l'incompréhension. Ma communication est concise. Je respecte le temps et l'attention de mes artisans. Je sais que chaque mot superflu est du bruit qui brouille le signal. Avant de parler, je me demande quel est le message essentiel. Comment puis-je le transmettre avec le moins de mots possible? Mes réunions sont courtes et ciblées. Mes écrits vont droit au but. La concision est la preuve de la clarté de ma propre pensée. Et ma communication est catalytique. Elle n'est pas seulement informative, elle est conçue pour provoquer l'action et l'excellence. Je ne dis pas « faites ceci », je rappelle la vision. Pour que la lumière puisse frapper l'autel à l'aube du solstice, cette fenêtre doit être parfaitement alignée. C'est un travail crucial. Je pose des questions qui invitent à la résolution de problèmes, pas des questions qui attendent des rapports. Je célèbre les réussites publiquement. Je corrige les erreurs en privé. Chaque communication est un acte de leadership conçu pour augmenter le niveau d'énergie, de concentration et d'engagement de l'équipe. Mon verbe n'est pas un son, c'est un outil de construction. Chapitre 9. Je gère les interdépendances et les conflits avec sagesse systémique. La construction avance, les murs montent, et inévitablement, les tensions apparaissent. Les tailleurs de pierre ont besoin de l'échafaudage que les charpentiers sont encore en train d'utiliser. L'équipe de la logistique a livré le mauvais type de mortier. Deux maîtres artisans ont des visions différentes sur la manière de joindre leurs travaux. Le chantier n'est plus une symphonie harmonieuse, c'est une cacophonie potentielle. Mon rôle de chef d'orchestre prend toute sa dimension. Je ne suis pas un juge, je suis un régulateur de flux. Je regarde le conflit non pas comme un drame humain, mais comme un problème systémique. Un blocage dans le flux de travail. Je monte sur mon podium et je regarde la carte des interdépendances.
Je vois que le véritable problème n'est pas le conflit entre deux personnes, mais une faille dans le processus de planification en amont. J'interviens. Je ne prends pas parti. J'écoute chaque section de l'orchestre. Je valide leurs perspectives. Puis, je les ramène à la partition commune, la vision de la cathédrale. Nous sommes tous ici pour la même raison. Le conflit n'est pas entre vous, mais entre nous et le problème. Comment pouvons-nous, ensemble, résoudre ce problème pour servir la vision ? Je transforme l'opposition en collaboration. Je prends des décisions. Je réalloue l'échafaudage. Je commande le bon mortier. Je facilite une conversation entre les deux maîtres artisans pour qu'ils conçoivent une nouvelle solution d'intégration. Même si la tentation est de laisser les gens régler leurs problèmes, je sais que la gestion des interdépendances est ma responsabilité première. Je suis le gardien de la fluidité du système. En résolvant les conflits avec calme, équité et une concentration constante sur l'objectif final, je ne répare pas seulement une relation. Je renforce la confiance de tout l'orchestre en sa capacité à surmonter n'importe quel obstacle. Chapitre 10. J'optimise les flux de travail pour une efficacité maximale et fluide. L'orchestre est harmonisé. Les conflits sont gérés. Maintenant, je me concentre sur la musique elle-même. Je cherche le rythme, la fluidité, l'élégance de l'exécution. Je deviens un maître du temps et du mouvement, un chorégraphe de la productivité. Je me tiens sur le chantier et j'observe, pas les gens, mais les flux. Le flux des matériaux, de la carrière à l'échafaudage. Le flux de l'information, de mon plan directeur à l'artisan. Le flux des décisions, du problème à la solution. Je regarde où le flux est rapide et fluide et je regarde où il y a des tourbillons, des barrages, des goulots d'étranglement. Je suis obsédé par l'élimination de la friction. Je pose des questions systémiques. Pourquoi cette pierre doit-elle être déplacée 3 fois avant d'être posée ? Pourquoi cet artisan doit-il attendre l'approbation de 3 personnes pour une décision mineure ? Je ne cherche pas à blâmer. Je cherche à optimiser le processus. Je réorganise le stockage des matériaux. Je délègue le pouvoir de décision au niveau le plus bas possible. J'automatise les communications répétitives. Chaque friction éliminée est une libération d'énergie pour l'ensemble du système. Mon objectif est de créer un état de flow collectif. Un état où les outils sont toujours au bon endroit, l'information arrive juste à temps et chaque artisan peut se concentrer sur son art sans être interrompu par des inefficacités. Même si personne ne remarque ces optimisations invisibles, je sais quelles sont la différence entre un chantier qui lutte et un chantier qui danse. Je ne suis pas en train de pousser les gens à travailler plus dur. Je suis en train de concevoir un système qui leur permet d'accomplir plus avec moins d'efforts. Je suis un ingénieur de la grâce. Chapitre 11. Je maintiens le rythme de l'exécution avec discipline et agilité. La fluidité est là, le système est optimisé, mais la construction d'une cathédrale est un marathon, pas un sprint. La force la plus puissante est maintenant la constance. Je deviens le gardien du rythme, je suis le métronome du chantier. Je définis des cycles de travail clairs et prévisibles, des sprints, des phases. Chaque cycle a un début, un milieu et une fin. Au début de chaque cycle, nous définissons un objectif clair et réalisable. Cette semaine, nous terminons la première volée d'arc-boutant. À la fin de chaque cycle, nous nous arrêtons. Nous regardons ce que nous avons accompli. Nous célébrons la progression et nous apprenons. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Qu'est-ce qui nous a ralenti ? Ce rythme constant de planification, d'exécution et de rétrospective est le battement de cœur du projet. Il crée un sentiment de progrès constant et mesurable. Mais je sais que la discipline pure peut devenir de la rigidité. Je dois donc la coupler avec l'agilité. Le rythme du métronome est stable, mais la musique, elle, peut changer. Si nous découvrons un problème, nous n'attendons pas la fin du cycle. Nous nous arrêtons, nous nous regroupons, nous nous adaptons. Je suis prêt à jeter une partie du plan de la semaine si la réalité du terrain l'exige. Ma loyauté est envers la cathédrale, pas envers le plan. Je suis l'incarnation de cet équilibre. Je suis d'une discipline, de fer, sur la vision et le rythme, et d'une flexibilité totale sur les tactiques. Même si la pression voudrait nous faire accélérer frénétiquement ou nous arrêter par découragement, je maintiens le tempo. Régulier, inébranlable, adaptatif. C'est ce rythme qui nous portera à travers les mois et les années, un coup de marteau après l'autre, jusqu'à ce que la dernière pierre soit posée. Chapitre 12. Je gère les imprévus avec calme, créativité et détermination. Le rythme est bon, la construction avance, et puis la tempête arrive. Une grue tombe en panne, un lot de pierres est défectueux, une pluie diluvienne inonde les fondations, le plan vole en éclats, le chaos menace, c'est dans ce moment que le maître d'œuvre révèle sa véritable nature. Mon premier geste est interne, je sens la montée d'adrénaline, le choc, la frustration, je la reconnais, et je choisis de ne pas la suivre, je respire. Je m'ancre, je me connecte au silence au centre de l'ouragan. Mon calme est mon outil le plus puissant. C'est un champ de force qui se propage sur le chantier,
qui empêche la panique de devenir contagieuse. Je suis le point fixe. Je suis la certitude au cœur de l'incertitude. Depuis ce calme, j'active ma créativité. L'ancien chemin est bloqué. Je ne perds pas de temps à le maudire. Je regarde la carte et je cherche de nouvelles routes. Je rassemble mes maîtres artisans. Je ne leur donne pas la solution. Je leur présente le problème avec une clarté absolue et je leur pose une question puissante. Le plan est mort. Notre vision de la cathédrale, elle, est bien vivante. Comment arrivons-nous à destination depuis là où nous sommes maintenant? Je transforme la crise en une opportunité d'innovation. Et enfin, j'incarne la détermination. Une fois que la nouvelle voie est choisie, je m'y engage avec une énergie décuplée. Ma confiance dans notre capacité à surmonter l'obstacle est absolue et contagieuse. Je suis le brise-glace qui ouvre la voie. Même si le moral a pu être atteint, ma propre détermination devient le carburant qui rallume le feu de l'équipe. Le calme pour penser, la créativité pour trouver une voie. La détermination pour la suivre, c'est ma réponse à l'imprévu. Et chaque crise que nous surmontons ne fait pas que nous rapprocher du but. Elle rend l'équipe plus forte, plus soudée, plus résiliente qu'auparavant. Chapitre 13. Mon contrôle. Qualité est impeccable à chaque étape. La crise est passée, le rythme est retrouvé. La construction s'approche de son achèvement. Les grandes structures sont en place. Maintenant, mon attention se déplace vers la finesse, vers l'excellence dans le détail. Je deviens le gardien de la qualité. Mon contrôle n'est pas une inspection finale. C'est une philosophie qui imprègne chaque étape du processus, depuis le premier jour. Je suis l'artisan qui, avant de poser une pierre, la vérifie sous tous ses angles, qui s'assure de sa parfaite conformité au plan. Je ne fais pas confiance, je vérifie, non pas par méfiance envers mes artisans, mais par respect pour la cathédrale. Je définis des standards de qualité clairs et objectifs. Ce n'est pas une question de bien faire, c'est une question de faire selon cette spécification précise. Chaque joint de mortier, chaque tenon, chaque pièce de verre est comparée au plan directeur. Je crée une culture où l'excellence n'est pas un luxe, mais la norme. Je célèbre la précision. Je récompense l'attention aux détails. Je suis le premier à remarquer et à louer un travail parfaitement exécuté. Et je suis impitoyable avec la médiocrité. Si une pierre n'est pas parfaite, elle est retirée. Si une soudure est faible, elle est refaite. Je ne laisse jamais passer une erreur en me disant qu'elle sera cachée ou qu'elle n'est pas importante. Je sais que la cathédrale est un système. Une seule pierre défectueuse peut, des décennies plus tard, compromettre une voûte entière. Même si cela crée des retards, même si cela est coûteux, mon engagement envers la qualité est absolu. Je construis une œuvre qui doit durer 1000 ans. Je ne peux accepter rien de moins que la perfection à chaque étape. Chapitre 14. Je livre le chef-d'œuvre avec excellence et impact. Le dernier vitrail est posé. Le dernier grain de poussière est balayé. Le silence revient sur le chantier. Un silence différent. Un silence de complétude. Je me tiens seul dans la nef. La lumière filtre à travers les vitraux, peignant des arcs-en-ciel sur le sol de pierre. La vision est devenue réalité. La cathédrale respire. Le moment de la livraison est arrivé. Ce n'est pas la fin, c'est le début de la vie de la cathédrale. Mon travail de maître d'œuvre est de m'assurer que cette transition est aussi parfaite que la construction elle-même. Je ne me contente pas de finir, je livre, je présente l'œuvre au monde. Je raconte son histoire, j'explique les choix, les défis, la vision. Je m'assure que son impact n'est pas laissé au hasard, mais qu'il est intentionnellement créé. Je ressens l'émotion de l'achèvement. Une vague de fierté immense, non pas pour moi, mais pour l'œuvre collective. Une pointe de tristesse aussi, car une grande aventure se termine. Je prends le temps d'honorer chaque artisan, chaque membre de l'équipe. Je m'assure que leur contribution est reconnue, célébrée. La consécration de la cathédrale est aussi la consécration de ceux qui l'ont bâtie. Même si le monde voit la structure de pierre, je vois l'invisible. Je vois les milliers d'heures de travail, les moments de doute surmontés, les éclairs de génie, les actes de collaboration. Je vois le cœur et l'âme qui ont été investis. Mon dernier acte est de bénir cette œuvre, de la libérer, de la laisser commencer sa propre conversation avec le temps, avec les générations futures. Je l'ai portée de la vision à la réalité. Maintenant, elle ne m'appartient plus, elle appartient au monde. Chapitre 15. Je suis un architecte de la réalité complexe. Je quitte le parvis de la cathédrale. Je me fonds dans la foule. Je ne suis plus le maître d'œuvre de ce projet. Mais l'identité, elle, demeure. Je la porte en moi, non pas comme un titre, mais comme une capacité. Je regarde le monde autour de moi, je ne vois plus le chaos. Je vois des systèmes, des projets, des cathédrales potentielles qui attendent d'être construites. Une entreprise, une famille, ma propre vie. Tout est un projet complexe qui demande une vision, une planification, une exécution, un leadership. Les outils que j'ai maîtrisés sur le chantier de pierre sont universels.
Je suis un architecte de la réalité. Je suis celui qui peut se tenir face à la complexité et au désordre, et y voir une structure potentielle. Je suis celui qui peut tenir une vision intransigeante tout en naviguant dans les réalités changeantes du terrain. Je suis celui qui peut transformer un groupe d'individus en une force cohérente et unifiée. Je suis celui qui peut transformer une idée intangible en une réalité tangible et durable. Cette capacité est ma plus grande œuvre. La cathédrale de pierre n'était qu'un exercice, la démonstration d'une maîtrise intérieure. Ma véritable vocation est d'appliquer cette maîtrise à tous les aspects de mon existence. Je ne suis plus intimidé par l'ampleur d'un défi. Je sais comment décomposer la complexité. Je sais comment construire à partir de rien. Je sais comment mener à terme. Je suis un créateur, un bâtisseur, un maître d'œuvre, et le monde est mon chantier.